Westrack Radio est partenaire du festival Un automne à Buller en cette journée du 15 novembre 2024, journée de rencontre professionnelle BD au Havre dans le cadre de ce festival. Les intervenants de la 3e table ronde viennent de nous rejoindre. Cette table ronde portait sur le thème des mangas qui font lire ou non les jeunes. Une table ronde modérée par Vincent Brunner, journaliste, et avec pour intervenant Tiers-Monde, qui est mangaka, bonjour. Pascal Lafine, directeur éditorial pour Delcourt, bonjour. Fanny Berlin, chargée d'action culturelle au Pass Culture, bonjour. Et Camille Vasseur, qui est bibliothécaire à la Bibliothèque Niemeyer du Havre, bonjour. Alors cette table ronde a permis d'ouvrir quelques points clés sur comment les mangas font lire les jeunes, et nous allons pouvoir voir rapidement survoler quelques idées que vous avez soulevées grâce à cette table ronde. Alors on a pu voir grâce à votre présentation que le médium manga est très diversifié avec de nombreuses catégories et sections parfois genrées, par exemple le shonen, souvent catégorisé comme manga d'aventure pour les garçons, et un autre type pour les jeunes filles. Alors à la Bibliothèque du Havre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez démontré que finalement, Camille, vous ne placez pas les mangas par genre justement, donc féminin, masculin, femme, homme, mais plutôt par aventure, par thème peut-être. Alors, on fait surtout ça par tranche d'âge, en fait. On a 2 grandes étagères, donc une avec les mangas dits tout public, donc que tout le monde peut lire, qu'ils soient enfants, adultes. Ce sont des mangas où il va y avoir moins de violence, qui traitent de plein de sujets différents, mais voilà, sans que ce soit trop compliqué, on va dire, ni trop violent. Et après, nous allons avoir la tranche d'âge ado-adulte, où là, il va y avoir... j'ai envie de dire tout le reste, mais pas vraiment. Mais on va avoir vraiment des mangas plus complexes, que ce soit dans la violence ou dans les histoires racontées. Et aussi, on va plutôt avoir affaire à des personnages, des héros plus âgés, en fait. Donc, plus proches des ados et jeunes adultes. C'était important en tout cas de ne pas rester par genre comme ce qui est présenté en général au Japon, et de laisser, enfin, on a eu plusieurs exemples autour de la table ronde qui disaient vous-même vous avez commencé par des mangas plutôt d'aventure, Tiers-Monde c'est votre cas aussi, oui, Sailor Moon, mais aussi d'autres Dragon classiques. Ball surtout, après Sailor Moon, je pense que c'est même plus avant avec les Judo Boy, les Goldorak, tout ça, je suis un peu de cette génération là. Et oui, c'est au final alors aujourd'hui surtout, c'est le lectorat, je trouve, est assez diversifié. On a des filles, des mamans qui lisent du shonen, et on a des papas et des jeunes garçons comme moi qui lisons ou regardons du Kodomo. Donc tout va bien en vérité. Il faut savoir se diriger vers ce qui nous plaît en soi. Exactement. Et c'est pour ça que la bibliothèque, en tout cas, organise ça comme ça. Les jeunes, n'importe qui peut se tourner vers le type de manga qui l'intéresse. Oui, c'est ça. Après, c'est un point de vue très de lecteur, mais c'est vrai qu'un éditeur peut avoir un point de vue totalement différent sur la chose, vu qu'il va avoir plus de va dire d'expérience par rapport aux remontées de données qu'il va avoir. Ça va être une autre lecture. Moi, en tant que lecteur, je fais pas forcément la différence. Et au niveau de l'édition, c'est peut-être aussi pour permettre au lecteur de se diriger plus facilement aussi. Non, surtout, je vais préciser une chose. Ces catégories ont un but aussi précis, qui est que si vous avez 2 genres différents, que ce soit par exemple les isekai ou je sais pas, le harem manga, etc., c'est pour éviter que si on les met par genre, des enfants se retrouvent avec des mangas, s'ils aiment par exemple des trucs d'isekai aventure, se retrouvent avec des mangas pour les adultes. Donc il y a les versions qui sont pour les ados, des versions qui sont pour les adultes. Donc effectivement, avec cette segmentation, au Japon, ils sont sûrs que le mauvais manga ne tombera pas dans les mains de la mauvaise personne. Alors qu'effectivement, quand on mélange tous ces genres, il y a toujours ce risque. Et donc, c'est un travail permanent pour la personne qui fait la collection de faire attention, de changer, parce qu'il peut se retrouver avec un collègue qui arrive fait « Mais pourquoi ce truc d'aventure est là alors que ça devrait être là ?» Voilà, parce qu'il ne connaît pas forcément. Donc, effectivement, c'est aussi à ça. C'est pour ça que c'est important. Puis, c'est aussi comme c'est très, très, très ciblé. C'est aussi que dès qu'il y a un genre qui marche, du moins qui se découvre au Japon, ils vont créer quelque chose là-dessus. Et en fait, cette segmentation fait que ça part et puis ça vit comme ça peut. Et c'est pour ça qu'il y a autant de styles. Mais après, beaucoup de rom-com, même au Japon, sont lus, rom-com garçons, sont lus par des filles, même des fois majoritairement.
mais l'éditeur reste toujours, parce que comme il y a une façon de le faire, c'est comme le Shonen Neketsu, il y a une règle qui est que rien ne s'obtient sans se battre. Donc c'est le thème de départ, rien ne s'obtient sans se battre. Donc du coup, toute l'histoire sera conçue comme ça. Par exemple, les séries de groupes, il y a souvent 5 personnes, c'est leur Moon par exemple, Dragon Ball, 5, parce qu'on dit unis comme les 5 doigts de la main. Donc du coup, il y a 5 personnes parce que ça représente en fait l'union de... Voilà. En fait, on s'en rend pas compte, mais dans le manga, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui font l'essence même de base du manga et qui fait que ça se construit là-dessus. Thierry, vous êtes mangaka, vous avez notamment été l'auteur de Nako, et vous le disiez tout à l'heure dans la table ronde, dans l'essence même de ce manga, il y a justement un peu d'ingrédients de toutes ces catégories, tout ce qu'on peut retrouver, mais à la base, il y avait quand même une envie de se tourner vers un public assez jeune. Oui, bien sûr. Après, c'est vraiment Nako, c'est l'œuvre typique qui est un laboratoire pour moi en vérité. C'était ma première œuvre. C'était la première fois que j'écrivais un scénario. J'étais en train de me former en même temps. Donc c'était une gymnastique assez particulière. Mais au final, j'en ai appris énormément. Et surtout, ce que j'ai appris, comme tu viens de le dire, c'est que en vérité, tout ce que j'ai lu ou regardé avant, me servait à ce moment-là pour créer cette œuvre. Bien sûr en évitant le plagiat au maximum, même j'en avais une peur bleue, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir souvent déjà vu les choses, et d'autant plus qu'on étudie après comment on s'écrit une histoire, on sait qu'en vérité c'est tout le temps les mêmes ressorts, les mêmes leviers qui sont utilisés, et c'est juste toi qui dois créer ton univers ton univers à côté, quoi. Vous partagez aussi votre expérience personnelle en disant que c'est par le manga que vous êtes aussi intéressé à la lecture dans votre jeunesse. Exactement, oui, par le Club Dorothée, par exemple, ça a commencé. Du coup, c'est plus de l'anime, mais par le Club Dorothée, l'anime qui m'a poussé après sur le manga, qui m'a poussé après sur des romans fantastiques, qui m'a poussé après sur plein d'autres lectures aujourd'hui, et qui me pousse aujourd'hui à en faire mon métier. Merci beaucoup. Merci. C'est quelque chose que vous expliquiez aussi, le fait que au Japon, d'abord le manga va être créé, puis l'animé, alors qu'en France, parfois, par le biais de l'animé, c'est aussi comme ça qu'on connaît les mangas. Alors, l'animé, en fait, c'est 2 types de catégories de personnes. Il faut savoir, pour la découverte du manga, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui découvrent le manga, souvent les jeunes, par l'animé. Et puis après, il faut avoir les moyens de se payer une plateforme de stream. Et puis, il y a des gens qui passent leur vie sur Internet et qui sont à fond sur les tendances, c'est quoi le nouveau banger, comme on dit, du moment sur telle série, et qui vont suivre cette série. Et puis après, il y a dans cette partie-là un truc auquel on ne prend pas compte, c'est que le manga est devenu tellement important et commercial qu'il y a des éditeurs qui vont dépenser des fortunes pour mettre en avant un titre, pour faire la promo d'un titre, comme on le ferait pour un grand film cinéma américain, etc. Donc ça joue aussi beaucoup, parce que des fois, les gens vont acheter un titre parce que on ne parle que de ce titre, donc il faut aller dessus. Il faut rappeler qu'avant les plateformes d'abonnement de streaming, il y avait aussi, ça passait en fait à la télévision, on allumait, et puis après un dessin animé, on pouvait retrouver un animé. C'était plus facile d'accès en effet. Maintenant, c'est peut-être un peu moins facile, du moins si en effet on connaît et qu'on cherche les fameux bangers. Du coup, on peut Après, il y a repérer. aussi le fait que les chaînes de télévision, à un moment donné, se sont mis anti-manga et donc n'ont plus voulu diffuser pendant longtemps. En fait, il y a ce que moi j'appelle la génération Pokémon, ce qui est un trou dans le manga. En fait, parce que pendant les 10 années, il y a 10 années qui n'existent pas en tant qu'acheteur de manga. En fait, c'est ce que j'appelle la génération Pokémon. En fait, tous les enfants qui étaient petits dans cette période, il y en a beaucoup qui ne lisent pas de manga et qui sont allés sur d'autres genres. Ça peut être le jeu vidéo, la bande dessinée, parce qu'il n'y avait rien qui passait à la télé. Et pendant cette période, c'est la période où on était tout japonais sur les grandes chaînes, plus rien. Et puis après, la passation sur les chaînes de streaming, les DVD, le papier, etc. Mais cette petite période au milieu, en fait, c'est un public qu'on a perdu.
En parlant de jeunesse, Fanny Berlin, le Pass Culture, c'est un dispositif alors qui présente à la fois l'offre culturelle via une application et puis une offre pour les 15-18 ans pour des crédits pour acheter des livres toutes catégories. Alors moi, durant ma scolarité, je me rappelle, et c'était pas il y a si longtemps que ça, un petit peu l'ancêtre du Pass Culture avec des petits chèques qu'il fallait découper comme ça. Et peu de gens connaissaient, en tout cas les collégiens lycéens ne connaissaient pas, fallait déjà s'intéresser à la lecture pour pouvoir connaître cette petite combine d'achat et les tarifs étaient beaucoup moins élevés que ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Est-ce que maintenant les jeunes connaissent justement par le biais d'applications, maintenant que les petits chèques sont terminés, est-ce que les jeunes connaissent justement mieux ce dispositif? Oui, et juste je précise, le Pass Culture, c'est pas seulement pour acheter des livres, c'est pour acheter des places de ciné, des billets pour aller au spectacle et bien sûr des livres, entre autres. Enfin voilà, l'offre est extrêmement riche et variée. Oui, on voit que maintenant le Pass Culture est entré dans les pratiques des jeunes. À 18 ans, ils sont plus de 80% à avoir fait la demande du Pass Culture, à être utilisateur. Donc on voit que c'est rentré dans les codes et on a encore du travail à mener sur les publics empêchés par exemple, mais on travaille largement dessus et notamment avec l'appui de toutes les structures culturelles qui sont sur tout le territoire, qui vont aussi communiquer sur le Pass Culture, inciter les jeunes à créer leur compte, à bénéficier du Pass Culture, les relais jeunesse, les missions locales, etc. Donc on a encore un petit peu de travail à faire, mais oui, là c'est en train de quand même bien être ancré dans les pratiques des jeunes. Et on le rappelle, donc c'est pour les jeunes de 15 à 18 ans. Pendant la table ronde, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y avait un parallèle qui était fait entre les mangas qui peuvent être dits assez violents ou de catégorie avec des caractères aussi sexuels, et puis la dark romance qui chez les jeunes aussi commence à avoir un véritable essor. Est-ce que vous, au niveau du Pass Culture, vous nous parliez de chiffres, vous avez une vue sur ce qui est acheté avec ce pass au niveau des livres? Est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait justement sur ces mangas qui peuvent être dits violents, comme par exemple à la bibliothèque où il va y avoir une personne qui peut leur dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez lire ça parce que ça peut être un petit peu compliqué pour ton âge, ou alors c'est aussi placé différemment? Pour le Pass Culture en librairie ou dans les boutiques, comment ça se passe? Vous avez un contrôle? Alors nous on suit les tendances, on regarde ce que les jeunes achètent avec leur Pass Culture, donc on va en effet pouvoir réfléchir à des actions à mener quand ils se dirigent vers des œuvres trop explicites, par exemple, trop violentes, ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas de façon à grande échelle, c'est-à-dire oui, la romance marche très bien en ce moment sur le Pass Culture, sur le public, le lectorat notamment féminin. La dark romance c'est encore un peu niche, donc on s'en on s'en préoccupe bien sûr. On est là pour orienter, notamment via la page d'accueil. J'en parlais tout à l'heure pendant la table ronde. On a une page d'accueil qu'on va éditorialiser, on va mettre en avant des contenus. Donc il y a des contenus qu'on ne va pas mettre en avant, tout ce qui est trop violent, trop explicite. Mais on est notamment sur l'application 18-20 ans, sur un public majeur, où même si nous on va pas pousser des contenus, ils peuvent retrouver des contenus, notamment de dark romance, sur l'appli. Il ne faut pas hésiter à demander à son libraire, à son bibliothécaire. Tout à fait. Les éditeurs aussi indiquent souvent, quand il y a des contenus explicites, des petits messages, vous parliez de plusieurs attention à l'intérieur, à l'extérieur, etc. C'est surtout qu'un manga peut être commencé comme un truc tout choupinou, super, et puis au 4e volume, on ne sait pas pourquoi, ça change d'un coup. Voilà, et là, faut être vigilant à ce moment. Donc là-dessus, on ne peut pas non plus savoir où l'auteur, comme il y a aussi une certaine liberté de création, qui fait que du coup on peut se retrouver des fois du jour au lendemain avec un contenu qui est... des fois il y a des mangas, c'est arrivé où ça s'est arrêté en cours de publication, justement parce que l'éditeur pouvait pas aller plus loin à cause du contenu. Ça arrive, moi ça m'est arrivé de censurer des livres, de demander l'autorisation aux éditeurs japonais pour supprimer des pages ou pour noircir des pages. Voilà. Oui, ça arrive parce que la différence est trop grande. Oui, parce que en fait sur 2 pages, en fait, je prends toujours comme exemple le film Love Actually. Love Actually, c'est un super film pour moi, mais il y a une des séquences avec les 2 acteurs qui font les doublures qui n'a pas sa place dans ce film. Ah oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée de mettre ça. Ce qui fait que du coup, le film ce n'est pas un film familial parce qu'il y a ces scènes-là. En Asie, ils ont fait le choix d'obtenir l'autorisation de la production, de supprimer cette scène. Ce qui fait que du coup, c'est
considéré comme un film familial puisque c'est tout choupinou si tu en regardes le reste. Voilà. Pour le manga, c'est un peu pareil. Donc c'est vrai que les éditeurs vigilants ont tendance justement sur certains trucs, quand ça va un petit peu trop loin, de censurer tout simplement. Moi j'ai déjà enlevé jusqu'à un chapitre entier dans un livre. Et oui, d'ailleurs, pour compléter, ce qu'on trouve sur le Pass Culture, on le trouve en librairie. Et donc, bien sûr. Nous, on ne se substitue pas au rôle des libraires, des bibliothécaires, comme je disais tout à l'heure, qui sont aussi là pour faire de la prescription, faire de la recommandation et sensibiliser les utilisateurs et utilisatrices du Pass Culture à des pratiques de lecture qui ne seraient pas adaptées. Et je crois que ça a été dit dans une des tables rondes aussi, le fait de aussi en famille partager ses lectures et aux parents aussi de s'informer. Je crois que c'était Tiers Monde qui en parlait, de dire peut-être qu'on ne connaît pas en tant que parent, contrairement à ce qui a été dit aussi au Japon où tout le monde est vigilant parce que les types de mangas sont bien connus, en France un peu moins. C'est aussi aux parents de savoir ce que les enfants peuvent lire. Il y avait un dernier commentaire ? Oui, même nous, en tant que bibliothécaires, ça peut nous arriver de changer un manga d'étagère parce que finalement, au bout de 2 tomes, on se rend compte que c'est bien plus violent que ça l'était à l'origine, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour aider à la sensibilisation. Puisque le but au Japon, c'est pas de censurer à tout va, c'est que chaque personne puisse être vigilant. Donc, on va pas supprimer un genre de manga ou quelque chose pour que personne ne le lise. Il y a des lecteurs pour ça, donc ça continue à exister, mais c'est à chacun d'être vigilant, de faire en sorte que ça tombe pas entre de mauvaises mains. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. Merci.